je fais pas que à 100% ce que j'aime ou j'écoute pas mon cœur à 100%. C'est aussi des fois je calcule un peu. Je calcule pour me donner des chances que ça marche. Et plus l'expérience arrive, enfin plus il y a l'expérience, plus on calcule bien. Bonjour à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, je suis illustrateur à Paris et vous pouvez me suivre sur Instagram @JérémyKleiss. Ce podcast est sponsorisé par Creative Pep Talk, le podcast de mon ami Andy G. Pizza. Si vous et moi avons déjà discuté boulot ensemble, vous savez à quel point ce podcast a été important pour moi et influent sur mon parcours. Creative Pep Talk est plus ou moins sorti lorsque je me suis lancé en tant qu'illustrateur en 2013 et depuis lors, je n'ai plus cessé de l'écouter ou d'y faire référence. Ce podcast est drôle, personnel, pertinent et inspirant. Si vous comprenez l'anglais, selon moi, ce podcast est l'un des meilleurs qui soit en termes d'inspiration et de stratégie pour tout ce qui concerne les métiers créatifs. Donc courez-y, vous me direz merci. Voici donc le tout premier épisode de mon podcast, avec ni plus ni moins que la personne qui m'a donné envie de faire ce métier de créatif. J'ai nommé Mike Stefanini. Et oui, Mike fait partie de ceux qui m'ont donné envie de faire ce métier. En effet, du temps où j'étudiais la communication visuelle et le graphisme à l'Académie des Beaux-Arts en Belgique, mon rêve, c'était de devenir graphiste dans le milieu de la musique. Et il s'avère qu'à l'époque, Atomic Studio était spécialisé dans la réalisation de pochettes d'albums. C'est comme ça que j'ai découvert son travail. Il ne s'en souvient probablement plus, mais je crois même l'avoir croisé dans un festival de musique dont il avait réalisé l'affiche, et il me semble lui avoir dit quelque chose du genre « Plus tard, je ferai la même chose que toi ». Comme quoi, certaines rencontres sont plus marquantes que d'autres. Chemin faisant, Mike et moi sommes devenus amis. Il était notamment quelqu'un que je contactais régulièrement à mes débuts, histoire de bénéficier de ses conseils. J'avais de la chance, et vous le verrez dans cet épisode, Mike n'est jamais à court d'idées, ni avare en bons conseils. Mais assez parlé de moi. Mike Stefanini, qui est-il ? Eh bien, Mike a de nombreuses casquettes. Graphiste, illustrateur, photographe, directeur artistique. Mike, c'est un peu tout ça. Mike fait semblant d'être américain depuis 2000, et je cite « Ce qui me motive dans la vie, c'est de devenir riche pour pouvoir m'acheter une villa en Californie, rouler en Mustang cabriolet de 1966 et cruiser avec mon nouveau pote Bill Murray. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est écrit dans sa bio. Vous l'aurez bien compris, Mike est fasciné par la culture pop américaine, et au plus vintage, au mieux. Mike est également quelqu'un qui ne se prend pas trop au sérieux, mais qui travaille très sérieusement. La preuve, sa liste de clients. Et pour n'en citer que quelques-uns, il a collaboré pour certaines des plus grandes marques comme Hachette, Orange, McDo, Caprice des Dieux, Microsoft, Levi's, Soch, CanalSat, EDF, je continue, enfin bref, vous avez compris. Dans ce premier épisode, nous rentrons très vite dans le vif du sujet. On aime bien discuter des grandes questions existentielles et cet enregistrement ne déroge pas à la règle. On rentre directement dans le steak, je vous aurais prévenu. Nous discutons aussi de ce qui motive Mike à faire ce métier depuis presque 20 ans, sa philosophie de vie, son parcours de graphiste à illustrateur, comment il a réussi à travailler pour les grandes agences parisiennes et comment prendre soin des gens et développer son réseau vont de pair. J'ai beaucoup apprécié cette discussion et je le remercie de s'être prêté au jeu. Petite précision, à l'époque où cette interview a été réalisée, c'est-à-dire en février 2019, Mike travaillait dans une grande agence de publicité à Paris. Cette discussion capturant un moment précis dans le temps, certains détails de cette conversation ne sont plus d'actualité. J'espère que cette discussion vous plaira autant qu'elle m'a plu. Sans plus attendre, voici ma discussion avec Mike Stefanini. Bonne écoute. Merci Mike d'être présent sur ce tout premier épisode de mon podcast. Tellement content. Franchement, je suis hyper content de t'avoir parce que tu connais l'importance de ton travail sur mon parcours. Wow. Et donc pour moi en fait, c'est complètement logique de commencer par toi. Donc merci. Ça me fait super plaisir. Je suis très honoré. Vraiment, c'est sincère. Merci. Alors, qu'est-ce qui te motive à sortir du lit le matin ? C'est une très bonne question pour commencer. Là, tu me prends au dépourvu. Je pense que, en fait, je pense que beaucoup d'artistes ressentent la même chose, mais j'ai toujours ressenti une forme d'urgence de créer. C'est-à-dire que si je ne crée pas, je n'existe pas, quoi. Et même si les gens voient pas ce que je fais. En fait, c'est ce qui me permet c'est un peu mon filtre, c'est mon rapport au monde, c'est de créer des choses. Je crée pas tout le temps, mais
si je crée pas, en fait, j'ai l'impression de ne pas exister, tout simplement. Et à tel point que c'est pour ça que je peux même pas dire que, en tant que freelance, même si tu sais que là, je suis en train de passer par une expérience où je travaille dans une très grande agence, etc. Je peux pas vraiment dissocier cette manière d'être, en fait, de mon travail. C'est-à-dire que c'est ma vie, c'est ça, en fait. C'est ce qui me définit. Et d'ailleurs, des fois, je trouve c'est très triste, en fait, les gens qui disent qu'ils sont comptables et en fait, ils ont fait une carrière de 40 ans de comptabilité et en fait, c'est ce qui les définit. Ils sont comptables. Après, c'est pas un jugement de valeur, c'est juste que, voilà. Et du coup, moi, c'est ce sentiment d'urgence à tel point que même quand je suis en vacances, alors je dessine pas tellement parce qu'en fait, bizarrement, je suis pas un très bon dessinateur, mais j'ai absolument besoin de prendre des photos. C'est ma seule manière en fait de pouvoir vivre le moment, de me l'approprier, de le vivre pleinement, c'est de prendre des photos. C'est-à-dire que je suis tellement en hypersensibilité par rapport à ce que je vis au moment présent, mais c'est de voir mes enfants bouger devant moi, c'est un rayon de soleil, c'est un paysage, c'est n'importe quoi, c'est même des choses insignifiantes ou même des photos ratées, peu importe. Mais c'est ça que je suis incapable de faire autrement. Et heureusement, ma femme et mes enfants comprennent totalement ça. Et c'est pas du tout un poids pour nous, c'est ma manière en fait, c'est ma manière d'être par rapport au monde. Donc en fait, pour répondre à cette question, c'est qu'est-ce qui me donne envie de me lever le matin? Mais en fait, je pense cette un peu cette naïveté d'un enfant, tu vois, à qui tu files une nouvelle boîte de crayons de couleur et en fait une page blanche et puis dans sa tête c'est magique un peu, tu vois, il y a une espèce de truc qui se passe et et en fait, moi, ouais, vraiment, quand je me lève le matin, j'ai la patate, en fait, j'ai envie de tout casser. Et pas tout casser, c'est pas c'est pas que j'ai envie de montrer à tout le monde que c'est moi le plus fort, c'est pas ça, c'est que j'ai envie d'exploiter tout ce que j'ai en ma capacité pour créer des choses, quoi. C'est pas par rapport aux autres, c'est par rapport au monde, en fait, c'est plus dans ce sens-là, quoi. C'est, c'est ça qui, et des fois c'est bizarre parce que je pense que quand on est un artiste, on a plein de moments où on se pose des questions, on se dit mais ouais mais comme on cherche du sens dans ce qu'on fait, c'est un peu ta question. On se dit mais oui mais bon si je fais des petits dessins dans mon coin, enfin enfin je ne marque pas le monde de mon empreinte, qu'est-ce que je fais en fait, j'y contribue même pas vraiment, c'est juste presque égoïste en fait, c'est presque pour moi. Alors après si on arrive à gagner de l'argent avec ça, on se dit que c'est cool parce que déjà on peut simplement vivre et c'est ce qui est une des caractéristiques du travail au sens large, c'est de faire quelque chose, d'être payé pour ça, et de pouvoir faire vivre sa famille et ses enfants, quoi. Donc ça suffit à beaucoup de gens aussi. Mais voilà, mais c'est presque un truc un peu métaphysique, à tel point que je me dis mais ça a dû être très très dur parfois pour des gens dans le passé qui ne vivaient pas dans des sociétés qui permettaient de respecter que des gens avaient besoin de ça pour être équilibrés en fait, et que bah non, bah fallait qu'ils aillent je sais pas moi travailler au champ pour faire vivre leur famille parce qu'il y a le poids d'une situation, enfin d'un contexte social, etc. Et je me dis ça doit être très violent, et j'essaye aussi de travailler ce contentement, de me dire mais en fait j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir en fait faire quelque chose qui me plaît beaucoup. Et même quelque part, si je peux pas gagner d'argent avec ça, même si je peux plus ou que je change un peu de mode, comme encore une fois, je dis en ce moment, je travaille dans une agence de publicité, donc c'est un peu différent. Et en plus, je produis pas spécialement au quotidien actuellement. Ben en fait, même si c'est pas pour gagner de l'argent, mais simplement de ce rapport au monde, de créer, d'avoir des choses à dire, de s'exprimer, de raconter des trucs, de quelque chose qui sorte de sa tête et de ses mains, quoi. C'est un incroyable besoin d'exister, en fait. Ouais, on peut dire ça comme ça. C'est quelque chose qui, et en plus, encore une fois, je considère que j'ai vraiment la chance de pouvoir respecter un peu ma nature. C'est ça en fait que je veux dire. C'est pour plein de gens, c'est pas si facile. Et je m'estime très chanceux même d'avoir pu vivre de ça jusqu'à aujourd'hui. Pour moi, c'est déjà en soi, c'est miraculeux, quoi. Mais ouais, c'est de pouvoir avoir cette capacité, ce pouvoir, cette autorisation presque de la part de la société, presque on pourrait dire ça comme ça, de respecter sa nature et de se dire bah ouais, en fait, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est ça qui correspond à mon être depuis que je suis gamin, et je peux le faire. Je peux le faire, c'est dingue. Moi, je trouve ça dingue. Et c'est tu le sais, j'ai enseigné les arts graphiques pendant 5 ans dans une école d'art. Et en fait,
c'est ce que je disais souvent à mes étudiants, je leur dis, mais en fait, on a une chance incroyable, c'est qu'on peut, grâce à ce métier que nous autorise à faire notre société, on peut déterminer notre trajectoire. Et que justement, si je reprends l'exemple du comptable ou des métiers comme ça, en fait, tu peux pas tellement. C'est-à-dire que tu peux, bien sûr, tu peux décider d'être plus fort que les autres. Tu peux essayer. Enfin, il peut y avoir de la compétitivité. Tu peux faire une grande carrière, etc. Mais là, c'est juste que t'as vraiment la liberté totale de toi-même et t'as pas de compte à rendre à personne d'orienter ton chemin, ta carrière, ce que tu vas créer. Il y a personne qui t'attend. Il y a personne qui s'attend à voir ce que tu vas faire. C'est un véritable don de la vie, quoi. Tu vois, quelque part, c'est ça. Ouais. C'est que il y a personne qui t'attend, personne sait ce que tu vas encore faire. Toi-même, tu le sais pas. Et en fait, il y a un truc, quoi. Alors, en plus, quand on est illustrateur, il y a un côté spontané, c'est qu'on peut produire beaucoup. Que je me dis qu'un mec qui est architecte, tu vois, ou même un réalisateur de film, ça prend un morceau de ta vie. Et c'est encore un autre délire, quoi. Et tu disais que dernièrement, tu avais un petit peu moins le temps de créer. Mm-hmm. Est-ce que ça te frustre? Alors c'est marrant parce qu'en fait, ça implique une autre question, c'est-à-dire qu'en fait, comme j'ai 40 ans, encore pour quelques jours, puisque mon anniversaire c'est le 24 février. Ah ok. Donc je suis vraiment, je suis pas dans le midlife crisis, genre ma vie va mal, qu'est-ce que je fous sur terre, etc. J'ai des convictions qui sont très fortes et on pourra en reparler d'ailleurs sûrement, et donc j'ai pas de problème avec ça. Je suis très heureux avec ma femme, avec mes enfants. Je considère que j'ai une chance énorme de vivre cette vie, etc. Mais il y a quand même une crise de sens par rapport au travail, des remises en question, et en fait qui m'a poussé aussi. Il y a d'autres facteurs, mais qui m'a poussé à vouloir exercer mon métier différemment dans un autre cadre, etc. Et c'est pour ça que justement aujourd'hui, je travaille dans une agence de publicité depuis plusieurs mois. Et en fait, je ne crée plus au quotidien. Ça, c'est clair. Et je pensais que j'aurais pas de mal à faire ce deuil, parce qu'il y a aussi un côté très pénible quand on est freelance. C'est qu'évidemment, là, tout à l'heure, j'ai plutôt évoqué le côté idyllique d'être un artiste, on va dire, et de faire que les choses qui nous plaisent, etc. Mais évidemment, la réalité du quotidien, c'est pas ça. C'est aussi, j'ai fait énormément de choses en presque 20 ans de carrière. Des trucs affreux, des trucs beaux, des trucs qui sont tombés dans l'oubli, des trucs dont je suis fier mais dont tout le monde se fout. Et des trucs dont je me fous et que les gens ont trouvé bien. Et j'ai aussi fait juste ma dose de corvée, de modifs, de retours, etc. J'ai fait de l'ADA, j'ai fait des catalogues pour des tenues de danse orientale. J'ai fait j'ai fait des trucs qui n'ont absolument aucun sens et juste pour vivre et continuer d'avancer. Et donc évidemment cette partie-là ne me manque pas. C'est-à-dire que crafter, comme on dit, au quotidien, faire des retours, des machins, c'est ça, j'ai pas de mal à faire le deuil. Mais par contre, j'ai plus de mal à faire le deuil. Je pensais que j'aurais pas de mal à le faire, mais effectivement, concrètement, je suis très pris toute la journée. Il me reste très peu de temps pour créer. Et en plusieurs mois, j'ai fait 3-4 illustrations. Et alors je les peaufine. J'essaie d'en être encore plus content du coup, parce que je consacre le peu de temps qui me reste, je le vois un peu comme un trésor de temps, donc j'essaie de le mettre à profit. Ça marche pas toujours. Et finalement, ouais, mais c'est même pire que ça. C'est-à-dire que non seulement je ressens un peu une peine de pas pouvoir créer, mais je ressens encore plus cette urgence dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est cette urgence de créer. Je ressens tout le temps cette urgence de créer. Pourtant, même avec le temps, en vieillissant, il y a plein de choses pour lesquelles je ne sens pas d'urgence. Je préfère profiter de l'instant présent. Enfin, ce truc un peu qui est un peu classique en fait, de dire que quand on vieillit, voilà, on voit les choses un peu différemment, on relativise sur plein de choses et tout ça. Mais je ressens toujours cette urgence et du coup, c'est vrai que c'est un peu un tiraillement de se dire, ben en fait, je crée pas moi-même, je pousse les autres à créer. Je les oriente dans la bonne manière de créer avec mon expérience, etc. Et c'est passionnant. C'est aussi super. Et je le faisais déjà quand j'étais enseignant, bien sûr. Mais à côté, j'avais mon travail de freelance. Et là, du coup, je consacre vraiment mon temps à manager des gens et à les orienter dans la bonne direction pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et les pousser à l'excellence, quoi. Donc c'est passionnant, c'est chouette. Et en même temps, quand je disais que c'est encore pire qu'avant, c'est-à-dire que je fais l'illustration, j'ai toujours travaillé, j'ai fait beaucoup d'identité visuelle, j'adore faire ça. J'aime beaucoup tout ce qui est design system, j'aime beaucoup les identités visuelles au sens large. J'aime beaucoup l'illustration parce que c'est un côté poétique. Je suis totalement obsédé par la photographie aussi. Là, dans le boulot où je suis actuellement, je découvre d'autres métiers, par exemple de l'UX.
que je trouve absolument incroyable, et etc., etc., etc. Et en fait, tout m'intéresse. C'est ça le problème, c'est que tout m'intéresse. J'aimerais faire tous les métiers. J'aimerais faire du montage vidéo. J'aimerais faire de l'animation. J'aimerais pouvoir vraiment designer des sites internet ou des applis. Et en fait, ce que ça crée en moi, c'est que je ressens encore plus cette urgence. Et je me dis, mais j'aimerais tout faire dans ma vie. J'aimerais, enfin, tout, en tout cas, presque tout ce qui concerne l'image. Je rêverais de faire un film. Je rêverais de. Et donc c'est super aujourd'hui parce qu'en fait, en plus, on a plein à notre disposition des outils pour tester des trucs. Enfin, je veux dire, on n'est plus comme il y a 50 ans où c'était vachement cher d'acheter un appareil photo. On faisait pas ça comme ça à l'arrache et tout. Aujourd'hui, on a un iPhone, on se balade dans la rue, on prend des photos. On peut faire des trucs incroyables avec ça, quoi. Et on peut filmer, on peut faire du montage. Enfin, c'est juste un truc de malade. Et donc, je suis à nouveau aussi. Je suis un peu quelqu'un de compulsif, c'est-à-dire d'un coup, je vais me passionner pour un sujet. Des fois, ça a absolument rien à voir d'ailleurs avec les arts graphiques ou l'art en général. Ça peut être, je sais pas moi, le survivalisme, l'agriculture, n'importe quoi. Enfin, ça peut être n'importe quel sujet. Et d'un seul coup, je vais complètement être boulimique de ce truc-là. Et puis ça m'alimente en fait. J'ai besoin de m'alimenter comme ça. Puis il y a des moments où j'ai besoin de silence en fait dans ma tête. Et c'est des moments où je crée ou des moments où je crée pas. Mais en tout cas, j'ai besoin de ces moments de silence, quoi. Et du coup là, je sens que je suis à la veille d'une nouvelle forme de boulimie, du fait d'être passé par cette phase, où j'ai absolument envie de me replonger dans tous les génies du design, ces gens qui ont fabriqué les identités visuelles, voilà, une obsession constante pour l'image. J'ai l'impression, enfin, c'est sans fin en fait, c'est sans fin, vraiment sans fin. Et d'où est venue cette boulimie de l'image? Qu'est-ce qui t'a amené sur ce chemin? Parce que bon, c'est difficile au final de résumer ton activité, parce que j'aurais pu te poser la question comment tu te présentes auprès des gens, ouais, etc. C'est vrai. J'en ai pas parlé depuis que tu as commencé, tu as évoqué là donc l'enseignement, le graphisme, la photographie, et puis la direction artistique. Du coup, donc il y a vraiment plein d'intérêts. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a mené sur cette voie-là? Et tu peux aussi répondre à la question, donc, comment tu te présentes du coup, vu que t'es une sorte de couteau suisse de plein de choses. Après, en même temps, t'as 20 ans de carrière. C'est ça, ouais. Et je pense que c'est aussi ça qui m'intéresse à travers ce projet de podcast, c'est montrer un peu les coulisses. Une carrière, c'est pas monolithique, quoi. Il y a plein de... Tout à fait. Et c'est un petit peu... Voilà. Bah, en fait, c'est vrai que... Comment dire ? Il y avait plusieurs questions du coup, mais je dirais comment c'est venu. Alors, je vais commencer par ça. En fait, j'en sais strictement rien. C'est-à-dire que, comme j'expliquais tout à l'heure, je pense que c'est tellement dans ma nature et que j'ai évolué sur un terrain fertile qui m'a permis de développer ça, que je pense qu'un enfant dans un autre pays ou dans une autre époque aurait pas pu, parce que il aurait été frustré, puis il aurait fait autre chose, puis au bout d'un moment il aurait oublié un peu son cœur d'enfant, enfin quelque chose comme ça. C'est vrai que moi, depuis que j'ai presque l'impression, c'est débile de dire comme ça, c'est un peu niais, mais depuis que je suis né, quelque part, j'ai l'impression d'être attentif à certaines choses auxquelles les autres ne sont pas attentifs. Alors évidemment, après, quand on rencontre des copains qui sont dans l'image, on se rend compte qu'on a un peu, parfois, les mêmes sujets d'attention et même perception. Mais quand même, c'est ça. C'est-à-dire que, en plus, j'ai pas du tout grandi dans une famille d'artistes. Donc je me sentais très différent. Mais c'était pas forcément pénible. J'étais dans mon imaginaire. Et j'étais absolument obsédé par les objets, par exemple. J'ai toujours aimé les objets et collectionner les objets, faire des collections débiles, des trucs que personne ne fait. Enfin, c'est presque inavouable, des trucs dingues, quoi. Donc déjà, j'ai une fascination pour les objets parce que ça raconte quelque chose un peu de l'humanité quelque part, c'est ça, quoi. Et en grandissant, en fait, il y a eu des petits déclenchements quand même. Alors c'est vrai que déjà quand j'étais à l'école primaire, en fait, je pense que j'ai toujours su que j'allais être, j'ai toujours su que je voulais être designer quelque part, parce qu'en fait, comment je me présente, j'en sais rien, parce qu'en fait, je suis designer, illustrateur, je fais de plus en plus de photographies, j'ai beaucoup de mal à m'autoriser cette dénomination de dire je suis photographe. J'en sais rien. Je sais qu'il y en a plein qui ils font 15 photos, ils se disent photographe, mais j'ai beaucoup de mal avec ça parce que je suis pas un très grand technicien et c'est juste une manière d'absorber ce qui m'entoure et de le retraduire, et c'est comme ça que, et c'est ce genre de photographe qui m'intéresse aussi. Les gens qui font la street photographie, qui perçoivent un instant, qui sont contemplatifs un peu, quoi. Donc j'ai du mal à me dire, voilà, je suis photographe. J'aurais beaucoup de mal à répondre à une commande en tant que photographe, par exemple. Mais effectivement, j'ai fait beaucoup de choses. Je suis passionné par plein de trucs, la typographie, le design, la mise en page. J'ai fait des magazines, je fais beaucoup de choses. Mais voilà, c'est quelque chose qui très tôt m'a attiré, et je pense qu'un des déclencheurs, c'est que
quand j'avais une dizaine d'années, en fait, ma mère a acheté des magazines de voitures américaines anciennes, vintage, à mon père. Et moi, je suis tombé sur ce magazine et j'ai trouvé ça complètement dingue. Et il y avait aussi le côté un peu 50s, jukebox, tout ça machin, qui est un peu ringard aujourd'hui, mais il y avait vraiment ce côté hyper rétro vintage, ultra esthétique, tout un esprit autour de ça. Ça a déclenché une passion chez moi pour tout ce qui était vintage au sens très très large. C'est-à-dire comprendre, moi en tant qu'enfant, que des objets qui existaient toujours aujourd'hui avaient vécu à d'autres époques. Et c'est toujours un truc qui me fascine en fait. Et de voir des objets je trouve qu'il y a beaucoup de poésie qui se dégage des objets qui sont plus utilisés, qui sont en décalage avec notre société, avec notre manière de faire aujourd'hui. Et il y a des objets qui aussi traversent le temps. Une chaise, évidemment, ça reste toujours vrai aujourd'hui. Et je suis absolument passionné de tout ce qui est design. En fait, à partir du moment où c'est vieux, ça m'intéresse. Et donc ça a nourri aussi un peu les choses comme ça. Et quand j'étais gamin, je disais tout à l'heure, en fait, je savais pas comment ça s'appelait, mais je savais déjà que je voulais faire ce truc-là, de truc de designer, je sais pas quoi, enfin un truc comme ça. Et quand j'étais en cours de pâte à sel et tout ça, en fait, tous mes camarades, ils faisaient des trucs un peu classiques, cendrier, machin. Moi, je faisais des gâteaux ou des hamburgers. J'avais déjà aussi un peu ce truc un peu que j'aimais beaucoup les États-Unis. C'est très présent dans mon travail. Cette culture très adolescente comme ça. Et puis les autres, ils dessinaient des châteaux forts et des princesses. Et moi, je dessinais déjà des limousines, en fait, avec des drapeaux américains, des trucs qui étaient très logotypés. J'imaginais que je créais mon entreprise. J'avais genre 8, 9, 10 ans, quoi. Je créais mon entreprise, donc je faisais un logo. J'avais aucune idée de ce que c'était qu'un logo. J'avais besoin, voilà, déjà d'écrire un truc, de faire un truc cool qui pouvait se mettre sur un t-shirt, sur un sticker. J'ai conservé toujours cette passion un peu pour la culture aussi très skate, surf, etc. De visuel qui est funky, qui marche d'office et tu sens qu'il peut se décliner sur un t-shirt, sur une affiche, sur un truc qui percute en fait, quoi. Un truc de par les couleurs, de par le graphisme, voilà. Et donc après, je me suis intéressé après à plein d'autres sujets. Puis en fait, comparé à plein de gens je trouve ça très intéressant aussi. Il y a plein de gens qui arrivent au design ou au graphisme ou à une discipline artistique presque par hasard. Je trouve ça incroyable d'arriver à l'âge de 25 ans, de se dire bam, tu rencontres un mec, enfin je sais pas, ou tu tombes sur un livre et ça crée un truc complètement dingue. Moi c'était toujours là en fait, presque. Et après bien sûr j'ai découvert le design, je me suis intéressé à ça, j'ai fait des études, j'ai étudié dans ce sens-là, etc. Donc j'ai alimenté ce que déjà à la base, évidemment, ce pourquoi j'avais de l'intérêt, quoi. Et ce que j'ai envie de dire en fait, c'est que si je devais me présenter aujourd'hui, si on regarde mon parcours, si on se la joue à la mode LinkedIn, on va faire putain le mec, il a bossé pour McDo, il a bossé pour machin truc, il a fait un magazine, il a fait ceci, aujourd'hui il bosse dans une grosse boîte. Enfin, on peut avoir ce sentiment comme ça que le mec a réussi, voilà, c'est ça. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que d'autres pourraient jouer avec ça et c'est aussi bien sûr c'est une manière de se vendre, c'est une manière de créer sa propre marque personnelle. C'est important pour pouvoir progresser dans sa carrière. Mais souvent les gens tu sais, c'est un peu comme quand tu reviens dans ton école d'art et que t'as les anciens élèves qui sont là genre 5 ans après, 10 ans après. C'est un peu le concours, tu vois, du mec qui a le mieux réussi, quoi. Et sur le papier, en fait, on peut tous tricher. C'est-à-dire qu'on peut tous dire, moi j'ai bossé pour machin, j'ai bossé pour ceci. Voilà, j'ai tel truc. Après, la réussite, c'est un critère qui est très difficile à décrire. Je considère que j'ai réussi à partir de moments où j'ai pu vivre simplement de quelque chose que j'aimais et de faire vivre ma famille. Déjà pour moi ça c'est largement suffisant, quoi. Mais après on peut tricher, on peut vraiment on peut en faire des tonnes et puis on peut intimider les gens avec ça. En fait moi je tiens à être assez sincère avec ça en disant que je sais même pas comment je suis arrivé jusque là. C'est-à-dire que très sincèrement j'ai vraiment l'impression d'être un vétéran. Et je sais même pas exactement ce qui se passe pour moi dans ma vie depuis toutes ces années. C'est très très étrange. Je sais même pas comment j'ai fait. J'en sais rien, mais vraiment, c'est-à-dire que je sais que j'ai bossé beaucoup. Ça, c'est sûr. Je me suis beaucoup posé de questions. J'ai fait ce que j'aimais. Je me suis défoncé. J'ai eu des moments très compliqués, même financièrement. En plus, j'ai une grande famille, tu le sais. Donc ça soulève plein de questions. Et en fait, je sais même pas quoi donner des fois comme conseil aux gens parce que j'ai des fois moi-même du mal à analyser. Alors après je me rends compte que si en fait quand je creuse j'arrive à donner des conseils ou en tout cas je vois les gens qui peinent comme j'ai pu peiner et du coup naturellement il y a des choses qui viennent. Mais voilà, tout ça pour dire qu'en fait
si on regarde un profil type de quelqu'un qui a bossé pour machin, on a l'impression on peut avoir cette impression qu'il a réussi. Je pense que beaucoup de gens mentent là-dessus parce que c'est dur. De toute façon, déjà travailler c'est difficile. Enfin, je veux dire, même si on aime ce qu'on fait, mais en soi déjà c'est pas quelque chose qui est censé être facile. Alors après, il y a des moments où c'est plus facile que d'autres, mais de toute façon c'est un peu ce qui nous incombe. Enfin, c'est un peu en tant qu'être humain sur la Terre, on n'a pas tellement le choix. C'est-à-dire que c'est comme ça fait partie du sort de l'humanité. Je dis pas qu'il faut être résigné et tout ça, mais c'est le sort de l'humanité de devoir bosser pour vivre en fait. C'est tout. Et donc ça implique que ce soit difficile, même quand on aime et qu'on adore ce qu'on fait, c'est difficile. Et donc bien sûr, moi comme beaucoup de gens, je suis passé par des étapes très très compliquées et je sais vraiment pas comment j'ai fait pour tenir jusqu'à aujourd'hui. Enfin, j'ai des éléments de réponse. À commencer par le soutien de ma femme par exemple, qui me comprend intimement, qui me respecte et qui m'a permis de faire ce truc-là. Alors qu'elle avait un job vraiment pas intéressant. Tu dirais que c'est une des clés, notamment? Je pense que c'est une des clés parce que en fait, en tant que qu'homme, en tant qu'homme ou en tant que femme, moi je parle en tant qu'homme parce que je suis un homme. C'est pas une question de sexisme hein, pour le coup, mais surtout quand on est responsable de petits êtres humains, la première chose qu'on doit faire, c'est bosser pour juste les faire vivre, c'est tout. Et ça, pour moi, ça a toujours été très clair que s'il fallait que je sacrifie quelque chose, je l'aurais sacrifié pour pouvoir juste continuer de vivre, quoi. Mais t'as pas eu à devoir le sacrifier? Enfin, si d'une certaine manière, j'imagine, pendant ton parcours, quand même. Si, il y a certains moments. Je t'en ai parlé des fois, mais il y a un moment où j'ai été vendeur de guitare en Belgique dans un grand magasin de musique et tout ça, parce que je suis musicien amateur, enfin autodidacte, hein, je suis pas du tout. Mais bon, en tout cas, suffisamment à l'aise sur une guitare pour pouvoir les vendre et voilà. Et du coup, j'ai fait ça pendant un an et j'ai trouvé ça hyper intéressant comme expérience, mais intellectuellement, au bout d'un moment, ça me blasait. Mais je l'ai fait parce que j'étais à un moment où je savais pas comment faire autrement pour juste faire vivre ma famille, quoi. Et c'est pas grave parce qu'en fait, ça m'a appris plein de choses. J'ai appris aussi à comprendre les contours de ma personnalité d'une certaine manière. J'ai compris que je voulais pas faire ça toute ma vie, alors qu'en fait, à chaque fois tu démarres un truc, tu dis, ça se trouve, je vais ouvrir mon magasin de guitare, j'en sais rien. Ou ça se trouve, moi, je vais réussir dans tel domaine. C'est vrai, après tout, il y a plein de gens qui ont des parcours. On se dit, c'est fou, tiens, un jour, ils ont fait un truc et puis ça a marché, puis voilà. Et en fait, non, moi, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas possible. Voilà, donc, je suis revenu à ce que je faisais avant. Et j'ai eu plusieurs périodes comme ça dans ma vie. Au moment, j'étais vraiment, mais dans la zone rouge, quoi. C'est-à-dire, je peux plus. C'est plus une question de volonté ou de quoi que ce soit. C'est juste qu'il faut faire autre chose. Et puis, je l'ai fait, mais c'est possible un temps. Puis après, on revient, et dès que ça se restabilise, on revient un petit peu à ses premiers amours. Et en fait, je pense que le problème, c'est que plus on est jeune, en général, plus on a l'impression que ça y est, la vie s'arrête, parce qu'on est obligé de faire un compromis, quoi. Et en fait, je pense qu'on apprend énormément aussi de ces compromis qu'on fait, pour juste continuer de tenir, et ça redonne une certaine valeur à ce qu'on aime faire quand on peut pas le faire. C'est un peu ce qu'on dit classiquement, c'est que quand on est malade, qu'on se rend compte que c'est cool d'être en bonne santé, quoi. Voilà. On comprend la valeur des gens une fois qu'ils sont plus là. Enfin, pas toujours, mais je veux dire, il y a un côté comme ça. Et voilà. Et sans être hédoniste, je pense que s'il y a ce côté aussi de se dire, d'avoir la chance de pouvoir profiter de que cette société, ce monde nous permet de faire ces choses-là, d'avoir notre petit mot à dire à notre manière, très modestement. Et je trouve ça c'est cool. C'est assez profond ce que je dis en fait. Enfin, je me rends compte, c'est un peu, on n'est pas dans le truc très pro, tout ça machin, mais. Ah non, mais ouais. Moi c'est ce type de discussion qui m'intéresse. Ouais, tu okay. sais, tu me connais depuis longtemps. C'est vraiment ça qui m'intéresse, quoi. Et je bois tes paroles, c'est super intéressant. Et bon après, excuse-moi du coup je te coupe, mais il y a quand même un élément très important pour moi dans ma vie qui me permet de dire aussi. De le dire sans aucune honte. Ce qui m'a permis de tenir aussi, c'est mes convictions religieuses. Ok. Voilà, clairement. Je sais qu'aujourd'hui, la religion, c'est un truc... en réalité, c'est un tabou, je pense. C'est l'épisode 1. Ouais. Ouais. Mais en réalité, je pense que la religion, c'est un tabou. C'est pas quelque chose de facile à aborder. Et pourtant, pour moi, c'est totalement... Ça fait partie de mon être, de ma manière de voir les choses. J'ai des convictions très très fortes, des valeurs qui sont très fortes. Et oui, franchement, ça m'a permis de
de tenir des moments clés de ma vie. Et c'est un tout. C'est pour ça qu'en fait, ouais, je disais, c'est quand on parlait de qu'est-ce qui me motive le matin, bah en fait, tout ça est lié en fait. Je peux pas dire juste. Moi, j'ai du mal à comprendre les gens qui disent, oh bah de toute façon, quand je vais au boulot, je mets un costume. Et puis quand je sors du boulot, je sais pas faire ça en fait. Moi non plus. Je peux pas. C'est très très compliqué quoi. Et j'ai besoin d'être très entier, et d'être cohérent dans mon système de valeurs, quoi que je fasse où que je sois quoi. Et c'est quoi ce système de valeurs? C'est quoi ces convictions qui t'habitent, qui sont aussi importantes pour toi quand on les lie notamment à ta carrière en tant que créatif, en tant que homme de famille, etc. Quel rôle ça joue quoi? Ça, le principe d'avoir des convictions religieuses, c'est-à-dire en fait avoir la foi, c'est effectivement pouvoir, lorsqu'on est dans une position de faiblesse, se souvenir, se reposer sur certains fondements qui permettent de pas perdre le cap, qui permettent de pas perdre de vue certaines choses, certaines priorités en fait. Et donc voilà, c'est un peu vague comme réponse, mais je dirais que après, bah mon système de valeurs, ouais, voilà, j'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, mais en fait, je pose la question parce que tu y as été quoi. Je m'attendais pas à ce que. Ouais, c'est ça. Mais voilà. Ouais, pas de problème. De toute façon, moi, j'ai pas de problème de parler avec ça. En fait, c'est assez marrant parce que il y a un énorme contraste entre la manière dont je verrouille un peu mes réseaux sociaux, sur lesquels je m'exprime jamais en réalité. Je dis quasiment jamais mon avis, et j'ai aucun problème à parler avec les gens qui m'entourent de choses même profondes en fait. Voilà, c'est pas du tout un problème pour moi. Et des fois même je me dis après rétrospectivement, je me dis ouais mais peut-être que je vais trop loin. Alors, peut-être que je me dirais ça après notre entretien de ce soir, mais je vais peut-être trop loin. Je devrais quand même être un petit peu, garder ces choses pour moi et tout quoi. Mais bon voilà, je suis comme ça. Enfin les gens qui me connaissent, ils savent que je suis comme ça aussi. Et donc dans mon système de valeurs, il y a même au-dessus de ce que je produis vraiment, c'est les autres en fait, tout simplement. C'est-à-dire que je respecter les autres. Et attention, je dis pas du tout que je suis le plus fort pour ça, c'est pas ça, mais en tout cas, c'est important pour moi. Respecter les autres, les traiter d'égal à égal, quelle que soit leur position, par exemple dans une entreprise, ce qui est très compliqué parce qu'une entreprise, par définition, elle fonctionne avec un système pyramidal. Et donc, j'ai pas ce rapport. J'ai beaucoup de mal avec ce rapport hiérarchique. Pas que je supporte pas d'être dirigé, mais que moi, en tout cas, là, je suis dans une position typiquement où je suis censé exercer vraiment, avoir une position d'autorité. Et en fait, je l'exprime autrement, quoi. Et du coup, pour moi, les gens, c'est vraiment important. Et j'ai besoin de comprendre les gens qui m'entourent. Et je pense que ça fait aussi partie de mon côté un peu émotif, qui est très chiant au quotidien en réalité, hein, parce que ça fatigue en fait, parce que ça demande énormément d'énergie de s'adapter quoi, aux gens et de les comprendre. Et voilà. Voilà. Donc je dirais respecter les gens, apprendre à les connaître. Et sur cette base-là, pouvoir après faire ce qu'on veut, c'est-à-dire ou travailler, ou parler, ou peu importe ce qu'on doit faire, mais en tout cas, ça reste le truc le plus important pour moi, quoi. C'est-à-dire est-ce que pour toi, dans le fond, être un créatif, c'est prendre soin des gens, c'est aimer les gens? Je l'avais jamais vu comme ça. En fait, ça répond. Parce que tu m'as déjà dit que ta tagline en tant que créatif, c'est toujours aussi un petit peu amener un peu le sourire aux gens, le sourire aux lèvres, la petite face qui fait rire, etc. Oui, c'est vrai. Au final, c'est quand même des vibes plutôt positives qui enjolivent la vie des gens. C'est vrai que, comme de la même manière que je disais tout à l'heure, je m'exprime peu sur les réseaux sociaux, alors que je pense pouvoir parler assez facilement de choses profondes quand j'ai vraiment les gens à côté de moi, et même de manière assez rapide, ce qui peut parfois d'ailleurs déstabiliser les gens. Voilà, c'était pied au plancher tout de suite, quoi. Ouais, c'est ça. Mais du coup, j'ai perdu un petit peu le fil de ce que je voulais dire. Oui, par rapport et donc autant je m'exprime pas, je donne pas mes opinions politiques ou même religieuses ou même peu importe sur l'actualité ou des choses comme ça. Je le fais pas parce que pour moi c'est pas le meilleur moyen en fait d'exprimer en fait ce que je ressens. J'ai besoin de l'échange avec quelqu'un pour le faire. Et donc du coup c'est vrai que mon rapport à ma création, à ce que je crée, en tout cas quand je fais de l'illustration ou de la photographie, quand je fais du design pur, évidemment c'est un petit peu plus détaché de l'émotionnel. On est plus dans le fonctionnel en l'occurrence. Ce qui a quand même un lien, mais bon, voilà, c'est quand même autre chose.
Parce qu'on pourrait parler de l'empathie dans le design. Voilà, c'est des sujets. Je sais que moi, si je peux te couper 2 secondes, bien sûr, je sais qu'une des raisons pour lesquelles je me suis lancé dans ce projet de podcast, c'est pour notamment développer mon empathie. Parce que comme tu sais, je suis aussi un bavard invétéré. Ouais. Et le fait d'interviewer les gens, ça me pousse à non seulement écouter, et du coup en apprendre plein de choses, et aussi développer mon empathie, quoi. Et donc du coup, le concept d'empathie dans le design ou en tant qu'artiste, etc. Moi, je trouve ça hyper intéressant, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je me dis très modestement, honnêtement, qu'est-ce qui restera de mon passage sur Terre, enfin de mon travail, tu vois. Juste faisais-le. Ouais, ça t'a marqué ça. Effectivement, j'avais fait un visuel à un moment qui disait juste faisais-le. J'avais détourné le logo Nike, c'était une petite blagounette, un peu potage quand même, mais bon voilà, c'était rigolo. Et en fait, c'était, mais tu vois d'ailleurs justement, je trouve ça très intéressant parce que Just Do It, pour moi, je trouve c'est très fort évidemment. Blablabla, on va pas revenir là sur cette punchline, mais je trouve ça incroyable que ça puisse à ce point motiver les gens, alors qu'en fait, si tu réfléchis bien, just do it, mais just do it quoi? Je veux dire, personne ne répond à cette question, tu vois, just do it, mais bah non, ça se trouve, faut pas le faire, tu vois. J'en sais rien, tu vois, il y a des trucs, faut pas les faire. Don't do it. tu vois, c'est ça, c'est un peu curieux. Enfin, bref, ça c'était un peu une parenthèse. Mais et donc mon rapport, enfin, je me disais qu'est-ce qui va rester de mon passage sur la Terre? Enfin, mes petits zigouigouis, mes petits hamburgers. Enfin, j'ai pas, en fait, ça peut paraître bizarre, mais j'ai pas du tout une haute estime de mon travail en réalité. J'ai pas énormément de considération pour mon travail. C'est pas que, attention, hein, encore une fois, je me sens chanceux de faire ça. J'adore ce que je fais. J'ai beaucoup de chance, blablabla, tout ça. Mais pour moi, c'est presque insignifiant, on va dire. Ce qui est intéressant, en l'occurrence, effectivement, c'est tout ce que ça peut générer d'échanges avec les gens, de qu'est-ce que ça leur apporte, de pouvoir parler avec des gens qui font le même métier ou pas d'ailleurs. Enfin, ça, je trouve ça plus intéressant parce qu'en fait, je me dis, de notre passage sur la Terre, ce qui va rester, c'est quand même, enfin, c'est les gens qui sont les plus importants, quoi. Et en fait, ça rend vulnérable parce que clairement, le fait d'être émotif comme ça et d'être ultra dans la perception des autres, etc. Moi, des fois, je me dis, ça serait plus simple, hein, honnêtement, si j'étais pas aussi émotif et sensible par rapport aux autres, etc. Si j'étais un peu un bourrin, j'irais plus vite pour plein de choses, je me prendrais moins la tête, voilà. Et en fait, je me rends compte que beaucoup de choses, je m'en fous un petit peu, et sauf les gens. C'est-à-dire voilà, c'est ça. C'est-à-dire que et donc qu'est-ce que j'ai envie moi d'apporter aux gens? J'ai pas envie de leur prendre la tête. C'est ça en fait. J'ai pas envie de leur prendre la tête. J'ai envie juste de faire sourire les gens, de les rendre, enfin, de focaliser leur attention sur un petit truc qui est rigolo du quotidien. Pour ça, j'aime beaucoup la photographie. Je trouve que c'est chouette. C'est un autre canal. J'ai envie de les faire sourire, j'ai envie enfin, comme je dis souvent, je fais du popcorn pour les yeux, quoi. Et j'assume totalement ça, quoi. Mais c'est du popcorn, mais beaucoup plus profond quand on creuse. Là, à t'écouter. Ouais. Parce que quand on parle comme ça un petit peu en surface, c'est du popcorn pour les yeux. Ouais. Mais quand on creuse, il y a quand même ce rapport à, t'as dit que la seule chose qui au final importe, c'est les gens. Et c'est quelque chose que je partage. Je suis vraiment motivé uniquement presque que par ça, si ce n'est aussi mon besoin d'exister. Mais voilà, c'est pas juste superficiel, quoi. Ben non, parce que je pense que en réalité, moi, à ma mesure, modestement, pouvoir faire sourire quelqu'un ou lui donner une petite pause rafraîchissante sur Instagram ou sur Facebook, ou peu importe quel est le support final, en fait je trouve pas ça superficiel. Enfin, c'est-à-dire que c'est vrai que ça paraît un peu contradictoire comme ça, mais c'est que c'est déjà en soi, c'est déjà un truc qui est cool. Enfin, si tu stimules quelque chose chez quelqu'un, et moi c'est ce que je dis souvent, j'aime bien cette idée que ce que je fais potentiellement, bon après c'est ma petite idée dans ma tête, ça se voit peut-être pas, mais c'est que ce que je fais peut amuser aussi bien une personne âgée qu'un enfant. Et c'est vrai que le fait, moi, d'avoir une famille nombreuse et d'avoir des enfants, et ça a bien sûr eu un rôle très important. Et c'est un peu une sorte de filtre, quoi. C'est-à-dire que si quelque part, si mes enfants ils valident, pour moi c'est bon déjà. Enfin voilà. Et donc ce côté, je trouve que voilà tu vois par exemple les réalisateurs de films, les grands réalisateurs, Scorsese, Coppola, je sais pas, il y en a plein d'autres bien sûr. Wes Anderson que t'aimes bien. Ouais, Wes Anderson bien sûr. Wes Anderson, voilà, typiquement, c'est vrai que il y a une profondeur dans son travail. Mais
Et il parle beaucoup de ce rapport aux gens qui est difficile. Ce côté, justement, l'émotivité qui est très renfermée, etc. C'est qu'il faut arriver à détecter, quoi. Donc ça, c'est un sujet intéressant. Et en fait, je me dis, ces grands réalisateurs, je trouve ça incroyable. J'en parlais avec un collègue aujourd'hui qui est fan de cinéma aussi. Et de dire qu'en fait, tu peux être un grand réalisateur. Ça t'a pris une grosse partie de ta vie. Tu fais des films, ça prend du temps, c'est très compliqué. Tu fais du popcorn, en l'occurrence, enfin, tu fais des films grand public, pour juste que les gens passent un moment sympa, tu vois. Et à travers ça, en tout cas sur toute une carrière ou à travers certains films, tu dis des choses très profondes, quoi. Alors évidemment, moi, j'ai pas du tout la prétention de faire ce que fait un Coppola ou un Scorsese, mais c'est-à-dire que du loisir en apparence, il peut y avoir effectivement d'autres niveaux de lecture et tout ça, quoi. C'est clair. Et maintenant, ça se voit pas forcément dans mon travail d'illustration, par exemple. J'espère que ça se voit un peu plus dans mon travail photographique. Mais pour moi, c'est comme la musique. Ouais. Quand on va à un concert ou qu'on écoute un morceau, au final, c'est la communication. Enfin, c'est des sons, c'est des constructions musicales, c'est des paroles très souvent poétiques. Alors c'est pas toujours poétique, mais ça dépend des styles de musique. Mais qu'est-ce qui fait que quand on écoute quelque part une chanson, ça clique à l'intérieur de nous beaucoup plus fortement que si on nous disait quelque chose de direct. Ouais, et pour moi, je trouve que quelque Bien part, un film pour moi c'est un peu une construction d'une cathédrale, quoi. Tu te dis quelque part, c'est quand même une sacrée œuvre. Et puis comme tu l'as dit, il y a des réalisateurs, même des artistes, enfin à plus petite échelle, des gens qui sont dans l'image comme nous par exemple, on construit quelque chose, et donc ces réalisateurs ils construisent des films, mais les gens ils vont se souvenir, et ça peut changer les gens en fait. Et même, je veux dire, mon but, je crois, pour moi, c'est pas de changer les gens, parce que la seule personne que je peux changer, c'est moi. J'ai oublié cette idée depuis très longtemps. C'est assez juste. Ouais. Mais je me suis rendu compte que, donc, étant quelqu'un, tu le sais aussi, très porté sur la communication et très porté sur comment communiquer de façon juste, je me suis rendu compte à terme, là, du haut de mes 30 ans, que au final, j'ai presque l'impression que la communication la plus pure est l'artistique. C'est-à-dire que il y a cette poésie dont tu parlais tout à l'heure, il y a le fait que la personne prend le temps de construire d'articuler, de visualiser, de représenter quelque chose. Alors je sais, c'est ton interview et là je prends un petit peu la parole. Ah non, mais il y a aucun souci. Je trouve ça très intéressant. Par exemple, je trouve, tu sais, genre si quelqu'un poste un truc sur Facebook, genre ah je suis pas content de ceci, nanana, eh ben ça appelle à réaction, action directe, réaction directe. Genre parce que la personne a juste pris 30 secondes pour écrire un truc. En fait, on peut. Je trouve que ça invite beaucoup plus à une discussion pas très mesurée, bien sûr, que si quelqu'un prend le temps d'élaborer une chanson ou un dessin, une illustration, un article, un film. On peut ne pas être d'accord, mais je pense qu'il y a quand même une certaine ça implique un respect en fait. Voilà, parce que au minimum, la personne a pris le temps de pas me l'envoyer à la face de façon brute, quoi. Voilà, il a pris le temps. Alors c'est sûr, il y a des artistes qui sont très très connus et que s'ils font un truc déplacé, ils ont moins le droit à l'erreur. Ouais, c'est sûr. Mais voilà, moi je me suis juste rendu compte, voilà, que j'ai l'impression que la création artistique est une sorte d'élaboration sur la communication. Ça reste quelque chose de très compliqué, parce que c'est vrai que souvent on voit, les gens qui ne sont pas des artistes nous voient, nous en tant qu'artistes entre guillemets, je sais pas si je suis artiste, mais nous voient comme des gens ultra spontanés, qui craquent des trucs très vite, etc. Et en fait, non, en réalité, en tout cas dans mon cas, même la moindre illustration prend du temps. Par exemple, juste si on prend les illustrateurs, il y a les illustrateurs fonctionnent de manière très différente. Moi, en l'occurrence, j'ai besoin de beaucoup réfléchir avant à ce que je vais faire, et quand je m'y mets, je suis à peu près sûr que ça va le faire,
parce que mentalement j'ai déjà construit un peu mon truc et tout. Mais il y a pas ce côté ultra spontané. Des fois, j'aimerais bien. Il est plus présent dans la photographie pour le coup. Mais souvent c'est très élaboré. Et d'ailleurs, ça me fait rebondir sur un truc parce que quand même, on parle aussi de la vie d'artiste, mais aussi de la carrière. C'est des sujets qui sont liés. Et par contre, autant tout ce que j'ai dit avant, c'est vrai par rapport en tout cas à ma modeste expérience de créatif. De 20 ans quand même. Ouais. C'est vrai, dit comme ça. Autant enfin, c'est-à-dire que il y a le côté un peu écoute ton cœur, machin, tu vois, voilà. Si t'aimes pas ton métier, t'as qu'à le quitter. Ouais, d'accord, facile à dire. Pour 90% de la population, c'est juste impossible. Enfin, je veux dire, il faut aussi comprendre ça, quoi. Ce qui redonne encore plus de valeur au fait d'avoir la chance de faire un truc qu'on aime, quoi. Mais et du coup, ça y est, j'ai oublié ce que je voulais dire. Et je sais plus. Je ne sais plus, j'ai un trou. Mais bon, peu importe. Enfin, voilà, je pense que oui, si ça y est, je sais ce que je voulais dire. En fait, donc on a ce côté très spontané. On pense presque les gens ont l'impression et on joue là-dessus que c'est facile. Parce qu'on est des artistes, donc ça vient de notre cœur, et tu vois. En fait, c'est tout sauf facile. Et en plus, il y a beaucoup de questionnements des fois, etc. Et après, d'un point de vue de la carrière, je l'ai expliqué aussi régulièrement à mes étudiants. Je leur dis, il y a aussi des moments, faut se poser, faut analyser, faire des listes, et il faut cocher les trucs sur la liste. Il n'y a pas d'autre choix. C'est-à-dire qu'il faut avoir une méthode. J'aime bien ce qu'a dit Saint-Exupéry. Il dit, on se souvient souvent de la citation en anglais. A goal without A plan is just a wish. Donc, et c'est assez vrai quand même dans certains cas. C'est-à-dire que c'est bien enfin, en tant qu'artiste, on a besoin de s'imposer des objectifs. On veut atteindre tel objectif. On voudrait être aussi bon que machin. On voudrait pouvoir faire un livre. On voudrait pouvoir. Et c'est très très bien parce que c'est super stimulant. Mais maintenant, c'est pas juste sur un coup de tête que ça marche. Et des fois, en fait, parce qu'on est dans un monde qui est quand même brutal par rapport à cette histoire de production, de tout ça machin. Et en fait, enfin, c'est-à-dire d'arriver de passer d'une idée jusqu'à une réalisation, quoi. C'est assez compliqué quand même, malgré tout. Même si aujourd'hui on a plein de moyens et tout ça, mais ça reste assez compliqué. Et en fait, parfois il faut être méthodique. Il faut s'imposer une rigueur. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et donc ce que je disais à mes étudiants, c'est que en fait, si on veut répondre aussi d'une certaine manière en tant que créatif à la demande du marché, par exemple, parfois il faut se dire, tiens, qu'est-ce qui manque dans mon book? Qu'est-ce qui manque dans mon book que je vais aimer faire, mais qui va aussi répondre quand même à une attente? C'est-à-dire que je pense qu'il faut aussi arrêter avec, et c'est aussi en ça que moi je me sens pas vraiment complètement un artiste et tout ça, parce que je joue le jeu aussi dans tout ce contexte. Je fais pas que à 100% ce que j'aime, ou j'écoute pas mon cœur à 100%. C'est aussi des fois je calcule un peu. Je calcule pour me donner des chances que ça marche. Et plus l'expérience arrive, enfin plus il y a l'expérience, plus on calcule bien. Voilà, on a les bons résultats. Et ça veut pas dire qu'on dénature son travail. Ça veut juste dire que on est confronté à une réalité et il faut jouer un petit peu le jeu aussi. Et des fois ça marche. Et après, j'ai envie de dire, du moment qu'on aime ce qu'on fait, c'est déjà énorme. Enfin, c'est-à-dire que moi concrètement, ça m'est arrivé de dessiner, de me dire tiens, il manque ça dans mon book, je vais le dessiner parce que je sens que ça répond aussi à une demande. J'adore le faire, c'est super, c'est un bon exercice pour moi. Et concrètement, quelques mois après, ça a déclenché des commandes d'agence ou peu importe. Donc ça marche aussi. On a aussi cette capacité d'analyser un peu, d'analyser aussi comment ça fonctionne et des fois de s'imposer un peu une rigueur pour atteindre certains objectifs. C'est pas juste qu'une quête artistique pure et détachée de toute contrainte, etc. Non, c'est pas possible, quoi. Du coup, ça fonctionne comment? Qu'est-ce qu'implique ta question exactement? Tu vois, techniquement, tu veux dire ou... Non, mais tu sais, tu disais genre tu commences, au fur et à mesure de ton expérience, tu découvres, tu sais que si tu produis tel type d'image, tu disais voilà, dans quelques mois plus tard, ça produit des commandes dans les agences, etc. Comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne le rapport entre quelqu'un qui produit des images et jusqu'à arriver à une commande générée par une agence? T'as travaillé pour Hachette, Coca-Cola, Soch, Levi's, j'en passe des meilleurs. T'as pas bossé pour Coca? Non. Ah, mais c'est sur ton site internet? Non? Ah, c'est une blague? Non, je me trompe. Ok, autant pour moi. Comment t'as fait? Tu sais, notamment, tu me parlais de discipline. Alors, t'as 6 enfants. Ouais. T'as bossé pour... Paf, ça y est, tu l'as dit. Ouais, je l'ai dit.
comment t'as fait pour travailler pour ces grosses agences? Parce que pour la petite histoire, c'est là où je fais une petite boucle historique. Ouais. Moi, j'ai découvert ton travail parce que de base, moi, je voulais devenir graphiste dans le milieu de la musique. Et alors que moi non. Et t'as commencé ta carrière Ouais. en faisant des centaines de pochettes d'albums. Tout à fait. Et en fait, tu étais l'incarnation de ce que j'avais envie de devenir à l'époque. Bon, chose qui n'est pas du tout arrivée pour moi. Hein. Je pense que j'ai fait 2-3 pochettes grand max. Ouais, Enfin, pour les gens qui me connaissent pas, j'étais graphiste pendant 3 ans avant d'être illustrateur. Et bref, et c'est comme ça que je t'ai découvert. Et puis j'ai pu suivre un petit peu ton évolution, et il y a eu une sorte de bifurcation, c'est-à-dire que t'as fait tellement de trucs sur la musique, des pochettes, des affiches, et plein de trucs. Qu'on voit nulle part d'ailleurs aujourd'hui. Hein. Enfin, je veux dire qu'ils sont. Moi, je le sais parce que je te connais depuis longtemps. C'est ça, mais aujourd'hui, ton travail, tu es beaucoup plus connu pour mon travail publicitaire, dans la com, la pub. L'illustration, voilà. Et du coup, quel regard tu portes sur cette époque, celle de la musique, et comment as-tu réussi à passer de l'un à l'autre, en fait? Alors, oui, effectivement, j'ai réalisé énormément de pochettes d'albums, et c'était une excellente école parce que ça répondait quand même malgré tout à ma soif de tester plein de trucs, quoi. Et évidemment, quand on fait des pochettes d'albums et que ça commence un petit réseau, que tout le monde que te commande un truc, etc., bah évidemment, t'es obligé de faire des trucs uniques, de pas faire les mêmes choses pour tous les artistes. Donc ça force en fait à s'adapter, à se mettre à la place. On parlait d'empathie, etc. À l'époque, on parlait pas d'empathie, on parlait juste les styles, voilà. Enfin, on formulait pas ça de cette manière-là. Mais il fallait vraiment s'adapter, comprendre l'univers musical, etc. Donc c'était très très cool. Et pour moi, c'était vraiment un terrain de jeu de pouvoir faire tous ces trucs-là. Et j'adore toujours faire ça. C'est-à-dire que de temps en temps, quand ça arrive, qu'on me commande une pochette d'album, etc., j'adore faire ça. Parce qu'en fait, j'ai toujours soif, comme je disais tout à l'heure, j'ai toujours soif de tester plein de trucs et tout, et j'ai du mal à m'enfermer dans un style. C'est pour ça que je fais de la photo, du design, enfin, plein de trucs différents, et que je mélange pas. C'est-à-dire que il y a des gens qui savent que je fais de la photographie, qui savent pas que je suis illustrateur ou inversement, etc. Enfin, et tant pis, en fait, je m'en fous. C'est pas le but. Le but, c'est pas de dire, hey, regardez les gars, je fais plein de trucs. C'est pas un objectif que je recherche du tout. C'est juste que moi, j'ai envie de tester des trucs, quoi. J'ai envie de faire plein de trucs. Donc en fait, je sais pas, il n'y a pas eu un switch entre avant je faisais des pochettes et après j'ai fait de l'illustration. C'est que pendant toute cette période où j'ai fait des pochettes d'albums, alors qu'effectivement je l'ai pas spécialement cherché, hein, ça s'est fait un peu par hasard au début. Puis c'est une cascade de commandes. Pour toi, l'illustration, c'est un peu la saison 2, c'est ça? C'est ça qui t'a mené vers... c'est pas que c'est même pas spécialement lié, c'est juste qu'en fait, la période pendant laquelle j'étais graphiste, on va dire, je faisais des pochettes d'albums, elle a duré à peu près 10 ans. Et en fait, pendant ces 10 ans, j'étais aussi DA, c'est-à-dire que je faisais aussi des catalogues, des identités visuelles, des sites internet, je faisais aussi tout ça, c'était tout un mélange de trucs. C'est simplement qu'à bout d'un moment, évidemment, le milieu musical s'est essoufflé, on connaît toute cette histoire, etc. Et puis, parce que j'ai aussi fait pas mal de couvertures de livres et tout ça, donc j'ai fait mon job de graphiste, on va dire, de pur design. Je connais toutes les galères de ça, des retours sans fin, du truc qui va pas, la 10e proposition, je suis totalement rodé à ça, quoi. Mais c'est juste qu'à un moment je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer de faire ça, ou est-ce que j'ai envie de faire autre chose, parce que j'ai toujours fait de l'illustration à côté pour rigoler, en fait. C'était pas sérieux, mais c'était un peu mon oxygène. Je faisais beaucoup de l'illustration vectorielle, c'est resté d'ailleurs. C'est un peu la base de mon travail d'illustration, même si ça tend à un peu évoluer tout doucement. Mais j'ai toujours fait de l'illustration vectorielle pour faire des trucs marrants, en fait, et qui étaient pas vendus, mais petit à petit, les gens, de temps en temps, me commandaient des trucs qui avaient un rapport avec ça. Je me souviens de tes stickers. Ouais, par exemple, voilà, c'est ça, ouais, tout à fait. Et donc, du coup, c'est juste qu'à un moment, j'ai fait un peu le point, je me suis dit, mais en fait, je suis quand même plus un illustrateur. Mais bon, ça change toutes les 5 minutes, hein. Il y a des fois où je me dis, je suis quand même plus un designer. Et des fois, je me dis, je suis quand même plus un illustrateur. Je suis plus un artiste. Non, en fait, je suis vraiment un créatif. Enfin, je sais pas. Voilà, ça change tout le temps, quoi. Mais je me suis juste dit, enfin là, c'était aussi une réalité, c'était que je m'étais dit, en fait, je réalise que l'illustration se vend beaucoup mieux par rapport au temps que je passe dessus. Et ça tombe bien parce que j'adore faire ça. Donc je me suis dit, tiens, si je peux vendre mon travail d'illustration aux agences de publicité, potentiellement ça va me faire gagner plus d'argent et je vais faire des trucs qui me font marrer, quoi. Donc après, il y a les mêmes problèmes. C'est-à-dire que t'as beau faire des super illus, une agence va te contacter, va te dire, ouais, on adore ce que t'as fait, mais nous on voudrait que tu fasses moins bien. Enfin, c'est un peu ça. C'est comme ça que moi je le percevais. Donc ça, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que t'as beau faire des super boulots,
les trucs pour lesquels on va te demander ou même les références qu'on va te montrer dans ton propre book, finalement, le client, par rapport à toutes les contraintes, va te pousser à faire un truc que tu assumes peut-être moins. Mais c'est pas grave. J'étais quand même très content de pouvoir faire ça, puis surtout de me dire, bah tiens, en fait, c'est assez rémunérateur, c'est assez cool. Donc je vais creuser là-dedans, quoi. Et donc j'ai toujours continué de faire un petit peu de graphisme à droite à gauche, même encore aujourd'hui. Mais je me suis dit, vraiment, je vais creuser dans l'illustration. En fait, ce qui est intéressant, c'est que quand tu fais de l'illustration, bah, les gens te considèrent davantage comme un auteur. Donc ça veut dire que la valeur de ton travail, c'est la valeur que soit tu lui attribues, soit que les gens y attribuent. Ça n'a plus rien à voir avec le temps que tu passes au jour ou des choses comme ça. C'est un rapport avec la valeur. C'est un rapport avec la renommée, la valeur, enfin peu importe, toi par rapport à un autre. Enfin, donc voilà, c'est très très compliqué de cerner tout ça. Mais il se trouve que ça a plutôt pas mal marché pour moi. Ça a bien marché pour moi et c'était vraiment chouette de pouvoir juste inverser un peu la balance et de me dire par rapport à toutes ces années, parce que j'ai quand même vraiment travaillé énormément. Je me suis beaucoup fatigué. Pendant plus de 10 ans, j'ai travaillé presque tous les soirs de mes semaines jusqu'à 2-3 heures du matin, juste pour pouvoir survivre, quoi. Est-ce que ça, c'était la période charnière? Parce que je me pose la question. Ouais. Tu me parles, allez, si on peut utiliser des grosses ficelles, 10 ans graphiste, et puis l'illustration qui t'a fait rentrer dans les agences. Comment tu as fait pour vendre tes illustrations aux agences? Parce que tu as dit que tu pouvais être mieux payé, que l'illustration au final elle payait mieux. Ah, c'est vrai que c'est rare qu'on entende ça parce que exactement, c'est ce qui m'étonne. Donc du coup je me dis comment tu as fait. C'est rare qu'on entende ça parce qu'en fait en général quand quelqu'un te dit il est illustrateur, c'est le mec qui fait un livre. Enfin nous on le sait que quand tu fais un livre en fait ça impressionne tout le monde, mais en réalité tu touches quasiment rien et c'est juste pour la gloire et c'est hyper cool d'avoir un bouquin dans son book. Mais en l'occurrence moi j'en ai jamais fait de livre. Mais quoi? Ouais, je rêve d'en faire un bien sûr, au moins un. Mais donc comment j'ai fait? C'est juste que je me suis rendu compte vu que je connaissais bien le terrain des agences, je savais qu'ils avaient des besoins en illustration et que parfois c'est un peu moins vrai aujourd'hui. Tu les connaissais comment? À cause du milieu parce que musical? j'avais déjà eu des commandes en tant que DA, tout simplement. Donc petit à petit j'ai fini par comprendre. Les agences j'avais un petit réseau d'agences qui me commandaient une identité visuelle, bosser pour une marque qui était un peu plus connue, etc. Donc en fait j'avais déjà un peu compris cet univers, comment il fonctionnait. Et donc en fait c'est très simple. Les agences ou le business en général, c'est très simple en fait. Enfin je veux dire c'est simple. Comment ils fonctionnent? C'est-à-dire que tu fais des trucs et tu leur dis moi je fais ça. Ils disent ok, soit on en a besoin, soit on en a pas besoin. Et je me suis dit, j'ai essayé de cerner le truc, je me suis dit en fait ils ont des besoins. Et typiquement mon style collait bien par exemple avec une marque comme McDo. Et donc effectivement j'ai bossé pas mal de fois pour McDo, ce qui est assez bien rémunérateur. Et en fait, voilà, parce que j'ai toujours aimé les petits hamburgers, les couleurs flashy, la typo, etc. Donc ça collait bien. Mais c'est aussi parce que c'est vraiment mon univers, quoi. Donc il se trouve que ça collait bien. Donc tant mieux, j'ai eu du pot. C'est sûr que si tu fais de la gravure sur des crânes d'éléphants, ça va être un peu plus compliqué de le vendre dans une agence de pub, quoi, tu vois. Ou si tu fais des trucs vraiment bizarres ou très très élitistes. C'est le côté pop les agences recherchent aussi. Alors je pense qu'il y a vraiment ce côté-là, ouais. Effectivement, je pense que dans une période assez morose. Les gens aiment en fait, en tout cas dans la publicité, quand ils utilisent l'illustration, en général, ça change un peu, mais c'est à nuancer, mais il y a ce côté quand même très contemplatif, pop, coloré. Je sais pas, quand on pense aussi à des illustrateurs comme Tom Ogoma, Malika Favre, etc. sont des gens qui ont pas mal percé aussi dans la publicité, qui sont pour le coup plus dans la poésie et la contemplation. Voilà, c'est ça. Et du coup, ça apporte quelque chose vraiment. Et donc du coup, c'est pas que je dis pas qu'ils l'ont forcément cherché, mais ils ont pas été idiots. C'est-à-dire qu'ils ont aussi su se vendre par rapport à ça parce qu'ils connaissaient bien ce truc-là. En l'occurrence, Malika Favre, c'est une designer à la base, hein, c'est vraiment une graphiste. Ce qui est mon cas aussi à la base, je suis vraiment un designer, quoi. Et donc, en fait, c'est simple. T'as un réseau. Tu te dis, moi, je veux travailler avec ces gens-là parce que je sais que potentiellement la publicité, ça apporte plus que de vendre des cartes postales, qui rapportent rien du tout, ou de faire un bouquin, ou de faire une illustration dans un magazine où tout le monde va dire, waouh, c'est trop bien, t'as bossé pour machin et tout. Et toi, en fait, t'as touché tes 800 balles et puis après, il se passe rien. Donc, des fois pendant 2 ans, 3 ans, quoi. Donc, c'est juste que ça impressionne un peu les gens, mais concrètement, toi, ça te fait pas vivre, quoi. Et donc, je me suis dit, je vais pas lâcher. Donc, j'ai obtenu des contacts, j'ai rencontré des gens, j'ai fait bosser j'ai travaillé mon réseau. Comment on travaille son réseau? Ah la vache, ça c'est une question aussi assez balèze. Elle est sur ma liste, je devais la poser. Ouais. En fait, comment on travaille son réseau?
Si tu veux, c'est un des sujets les plus importants que j'abordais avec mes étudiants aussi. Allez, c'est parti. Mais et du coup, ça pouvait durer des heures. Donc parce qu'évidemment, tout le monde est très intéressé par ces trucs-là. Donc je vais essayer, moi évidemment, d'être beaucoup plus synthétique. Ça fait déjà un petit moment qu'on parle, mais je vais essayer d'être hyper synthétique. Comment on bosse son réseau? Déjà, je pense qu'il faut être sympa. Déjà, ça c'est la première règle. Encore une fois, on a la chance de faire un métier qui est cool, même si on sait nous-mêmes que c'est dur, mais c'est quand même un métier cool. Et les gens qui bossent dans les agences, par exemple, ou dans tous les autres métiers, mais beaucoup n'ont pas de... Enfin, c'est pas cool pour eux au quotidien. Des fois, c'est un peu aride, c'est un peu sec. C'est très loin de leurs premières aspirations d'être des artistes ou je sais pas quoi. Enfin, voilà. Donc déjà, il faut bien comprendre que les gens avec qui on travaille, eux, ils te voient comme un artiste. C'est pas que tu joues le rôle, mais c'est que a priori, quand même, t'es plutôt quelqu'un d'intéressant pour eux. Enfin, c'est-à-dire qu'ils sont curieux. Il y a un truc comme ça. T'es un artiste, tu fais des trucs, t'as de la chance, machin. Tu vis ta vie, truc. Et donc, il y a un intérêt pour ça. Les gens, ils aiment bien savoir et tout. Ils sont assez respectueux en fait des créatifs et des artistes. Donc, je pense que déjà la base, c'est d'être sympa. D'être sympa. Maintenant, vas-y, t'es gentil mon petit Mike, mais comment on fait pour être sympa? Enfin, je veux dire, c'est très très bizarre de dire ça. Bah, t'as qu'à être sympa. Bah ouais, mais c'est pas aussi facile que ça. Je dirais que c'est prendre les choses avec enfin en tout cas là je peux parler que pour moi évidemment c'est aussi parce que je suis comme ça, j'ai beaucoup d'autodérision, je me prends pas du tout au sérieux et je pense que j'ai travaillé avec le temps, comme je suis de Nantes à la base, même si là je travaille à Paris en ce moment, mais à la base je suis de Nantes et que majoritairement les agences de publicité sont à Paris. Qu'est-ce qui te reste en fait pour soit tu les rencontres en direct, bah tu te déplaces et tu vas les voir, soit il reste Messenger en gros, c'est-à-dire Facebook, et puis tu utilises Messenger. Et donc moi ce que j'ai fait pendant des années, c'est que j'ai commencé à ajouter des gens qui bossaient dans les agences de pub dans mon réseau de Facebook, et puis après j'ai pris le temps, presque les uns après les autres, de les contacter, de dire tiens comment ça se passe dans ta boîte, qu'est-ce que tu fais comme boulot, de discuter de tout et de rien, mais vraiment c'était même pas calculé en réalité, j'avais vraiment envie de savoir comment les gens fonctionnaient, ce qu'ils faisaient, etc. Des fois je les idéalisais même. Ça c'est marrant d'ailleurs, il y a ce complexe, genre quand t'as fait un parcours d'agence et que toi t'es un petit freelance, tu idéalises les gens qui bossent en agence, et ceux qui bossent en agence ils sont là genre ouah, trop bien, t'es un artiste, tu fais ce que tu veux de ta vie et tout. C'est assez marrant quoi. Et la réalité se trouve, enfin le curseur il se trouve un peu entre les deux quoi. Enfin voilà, c'est ça quoi. Et donc je pense qu'avec le temps, moi j'ai vraiment travaillé ce côté, pas du tout ce que je suis en train de faire là ce soir avec toi, c'est-à-dire de vraiment m'étaler en fait, de parler. Là je parle vraiment très à cœur ouvert on va dire, alors que c'est un art, je pense, que j'ai travaillé, de la petite punchline quoi, tu vois, tu réponds en une phrase un peu marrante, bang, le gars il répond, du coup ça le fait marrer donc il te répond, puis tu tires un peu sur le fil, et puis du coup tu poses une petite question un peu plus sérieuse, etc. Et ça, c'est la manière, et de cette manière là j'ai même pu tisser des relations très sincères d'amitié avec des gens que parfois j'ai jamais rencontrés. Et c'est pas forcément quelque chose d'inné, c'est quand même quelque chose que tu as appris. C'est un art que tu as appris. C'est-à-dire que ça m'arrange bien aussi parce que comme en fait, même si je disais tout à l'heure que pour moi ce qui est très important c'est les relations avec les gens, etc. Du fait d'être très émotif, c'est quelque chose de très compliqué quand même pour moi. À la base, je suis un introverti qui ça se voit pas. J'ai l'air extraverti, presque. Je suis toujours en train de déconner. J'aime beaucoup rigoler, etc. Mais enfin voilà. Et donc du coup, en réalité, quand je parle avec les gens, que je fais leur connaissance, j'ai quand même très peur de ce qu'ils pensent de moi et ou qu'ils m'apprécient pas. Et du coup, ça génère une forme de stress que j'ai appris à dépasser avec le temps, pour affronter en fait cette épreuve de rencontrer quelqu'un que je ne connais pas, à tel point que les gens, eux, ils ont même le sentiment que le mec qui est super à l'aise des deux, c'est toujours moi quoi, tu vois. Et voilà, et ça se travaille. Et donc du coup, ça m'arrange quelque part des fois d'utiliser Messenger, parce que tu sais pas qui est de l'autre côté. C'est un peu magique en fait. Il y a un truc, tu vas dire une phrase et le type ou la nana va réagir ou pas, et il va se commencer un truc comme ça. Et je peux donner un exemple assez dingue, c'est que un gars un jour m'avait ajouté sur Facebook, ou je l'avais ajouté sur Facebook, je sais plus. Et en fait, un jour par Messenger, c'était il y a déjà des années, il me dit tiens, est-ce que tu pourrais aller voter pour mon truc en ligne, etc. Bon, ça sentait vraiment le truc qui se fait plus trop aujourd'hui, genre tu pousses les gens qui sont dans ton réseau à aller voter pour ton truc, etc. Et c'était assez rigolo quoi. Et moi je lui ai dit bah attends, je vais d'abord aller voir ton truc et je te dirai après si j'aime, et si j'aime je n'hésiterai pas à voter quoi.
Et puis du coup, on a commencé à déconner comme ça. Et puis on s'est rendu compte qu'on habitait dans la même ville, que finalement en discutant, je passais devant chez lui tous les jours. Puis finalement, on s'est rencontrés, on a bouffé ensemble, on a vachement sympathisé. C'était très très cool. Et puis un jour, j'ai commencé à bosser dans une école et puis chercher quelqu'un d'un peu complémentaire avec mon profil. Et puis j'ai pensé à ce gars. Et en fait, on est devenus collègues et on est devenus amis. Et c'est un super pote aujourd'hui, quoi. Et en fait, voilà, et tout part d'en fait une petite juste phrase sur Messenger. Et en fait, bien sûr, ça marche pas à tous les coups. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, on sait jamais. Et là, c'est juste un exemple, mais j'en ai des centaines en réalité, ou même aussi des stagiaires, enfin des étudiants qui cherchent un stage, à qui j'ai pris le temps de répondre. Et en fait, ça les a marqués. Et genre 10 ans plus tard, ils me disent. Moi, je leur renvoie un mail parce que j'aime bien envoyer des mails. En fait, quand je trouve le boulot de quelqu'un bien, j'envoie des mails. C'est un truc que j'aime beaucoup faire, juste parce que je trouve que c'est cool. En fait, moi, j'aurais bien aimé qu'on me le fasse pour moi. Et en fait, je pense que c'est assez rare. Je pense que souvent les gens pensent que les gens qui sont doués reçoivent tout le temps des mails et qu'on leur dit tout le temps que c'est super ce qu'ils font. Et en fait, non, pas du tout. Et ça, tu apprends à comprendre. Donc ça rend un peu exceptionnel le fait de recevoir un mail. Et j'ai eu des gens que j'ai contactés et à qui j'ai envoyé un mail sans savoir que j'avais déjà envoyé un mail des années plus tôt, en leur disant franchement ton travail il déchire et ça. Des gens qui m'ont dit mais tu te souviens pas de moi, mais je cherchais un stage et tu m'avais répondu, c'était hyper sympa, etc. Ouais, pour moi c'est ça le réseau, c'est-à-dire qu'en fait c'est toujours cette question que tu prends soin des gens et derrière il y a toujours quelqu'un. C'est pas que tu calcules, tu te dis ce mec-là il va peut-être me ramener 10 plaques. C'est pas ça. C'est juste en fait c'est une attitude globale de se dire je suis avec quelqu'un, je peux juste faire sa connaissance. Puis voilà, on verra. Et des fois, il y a des trucs qui marchent et des fois, il y a des trucs qui marchent pas. C'est vraiment comme quand tu jettes des graines. Tu jettes des graines et puis il y en a qui poussent, il y en a qui poussent pas. Tu te concentres sur celles qui poussent, c'est tout. Et en fait, tu te rends compte que des fois, il y a des trucs incroyables qui poussent, quoi. Et c'est juste et dans ma métaphore, le truc qui pousse, c'est la relation entre une personne et une autre personne, quoi. Et c'est organique. Et c'est ça en fait. Et c'est assez fou. Pour moi, c'est presque un truc magique. Enfin, j'ai envie de dire, c'est une connexion avec quelqu'un. Peut-être tu vas être ami avec, peut-être pas. Et en fait, voilà. Et après, le reste, que ce mec te fasse bosser ou pas, c'est presque secondaire, mais ça marche quand même. C'est-à-dire que concrètement, justement, organiquement, ça va générer, en fait, du fait que tu as une relation intéressante ou sympathique et très sincère avec les gens, de fait, ça génère des commandes à un moment ou à un autre, quoi. Après, c'est pas que parce que t'es devenu super pote avec quelqu'un que ça va générer des commandes. Des fois, il y a juste des gens qui ont vu ton travail et puis t'as juste un rapport très très professionnel avec ces gens-là. Tu leur montres ton travail. Ils disent ouais super, c'est sympa, c'est cool. Si j'ai besoin de ça, je ferai appel à toi. Mais voilà, pour moi le réseau c'est ça, c'est-à-dire c'est un truc qui est super global et que t'entretiens en permanence. Et moi je me suis un peu forcé à ça. Effectivement, c'était pas forcément totalement naturel à la base. Et je vois toujours ce truc comme envoyer un message. Et des fois je me suis fait des poilades pas possibles avec des gens que je connaissais pas. Juste sur Messenger, là, pendant des fois 30 minutes, à parler avec quelqu'un, à s'envoyer des vannes et tout. Et ça a créé vraiment des relations, mais c'est juste complètement dingue, quoi. Moi, je trouve ça juste génial de se dire, on a juste Internet, on a un petit fil qui me conduit, j'ai un petit fil qui me conduit à quelqu'un. Ce quelqu'un, je connais pas. Et en fait, ça crée un lien et peut-être de ça naîtra une collaboration, un boulot. Et ton bon, au final, c'est l'humour. Ouais, souvent c'est l'humour, ouais. Souvent c'est l'humour. Alors là, ce soir, j'ai pas tellement l'impression d'être très dans l'humour. Ouais. Mais ouais, dans la vanne, mais même des fois un peu potache, hein. Enfin, potache, j'entends pas par là vulgaire, hein. J'aime pas du tout la vulgarité. Mais un peu potache, un peu déconne, un peu débile. Et des fois même, je dis, oh la vache, mais les mecs, ils doivent se dire, mais c'est qui cet abruti? Il est un peu, je suis un peu, en fait, avec mon humour, je teste un peu les gens, c'est-à-dire que je vois comment ils réagissent. En fait, c'est une manière de provoquer, voilà, mais gentiment, c'est une manière de provoquer, quitte à passer pour un gros débile, en fait. Et je me dis, c'est pas grave. Et c'est pour ça que j'aime bien. En fait, moi, j'aime bien Facebook, justement pour ça, parce que pas pour donner mon opinion, mais juste pour claquer des vannes. Mais c'est presque comme le travail d'un rédacteur, c'est-à-dire que quand j'écris une vanne, ça vient pas comme ça tout de suite. J'y réfléchis vraiment avec l'orthographe, avec la virgule près, et c'est un truc que j'adore ça, en fait. Et donc ouais, je pense que c'est une manière. Après, t'as des gens ils sont super doués pour le faire d'une autre manière, c'est-à-dire en direct, comme ça, devant plein de gens. Voilà. Enfin voilà, chacun sa manière de faire. Donc c'est pas vraiment un mode d'emploi, mais en tout cas, je sais que déjà le fait de contacter des gens, d'aller les chercher un peu là où ils sont, tout simplement parce qu'ils t'attendent pas. En fait, personne s'attend à ce. Enfin là, demain, si tu veux contacter un mec dans une agence de pub ou n'importe où,
il s'attend pas à ce que tu le contactes. Et c'est en fait, c'est toi qui fais ce geste d'aller vers lui. Et puis des fois, il se passe des trucs incroyables. Et moi, je trouve que c'est aussi une part très excitante de notre métier. C'est-à-dire qu'on a quelque chose à montrer aux gens, en fait. C'est ça. C'est parce qu'encore une fois, si je reprends l'exemple du comptable ou même un chef de projet dans une agence, ils ont rien à montrer, les mecs. Qu'est-ce que tu veux enfin, tu vois. Nous, on a ce truc incroyable que, en fait, ça nous définit, ça crée notre identité. Et que quelque part, ben, ce qu'on fait, ça nous identifie, ça nous décrit un peu, quoi. Et donc les gens sont très respectueux de ça et ça leur plaît, quoi. Et donc du coup, c'est un super moyen de dire, bah tiens, là, moi je fais ça. Puis j'en suis assez content, sans être un ego déplacé, mais je suis content de ce que je fais. Tiens, qu'est-ce que t'en penses? Pour moi, c'est la même chose. Enfin, c'est-à-dire que je partage aussi un peu vraiment cette passion des gens, et je me suis vraiment rendu compte que donc, comme tu sais, j'aime bien avoir des bonnes discussions avec les gens, connecter, aller un petit peu. J'aime pas trop le chit-chat et tout. J'aime bien un peu aller à c'est compliqué ça. Hein. Et je me suis justement, voilà, c'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire, c'est compliqué, mais il s'avère que si tu, en l'occurrence pour moi ou pour nous, on fait des images, on fait de l'illustration. Moi, je dirais que c'est pas forcément l'humour, mon pont, mais c'est créer une image. Et tu crées une image et tout de suite, ça enclenche un dialogue, en fait. Ouais. Et t'es très doué pour ça aussi, je pense. Vraiment. Merci. Non, mais parce que voilà, il y a toujours un petit clin d'œil à quelque chose. Et ça suscite une petite réflexion. Et je trouve que je suis moins dans ce truc-là, effectivement, moi. Mais c'est vraiment pour une des raisons pour lesquelles je lâche pas ce truc d'illustration. Bah, déjà, je dessine depuis tout petit, mais c'est surtout que j'ai l'impression que c'est le meilleur vecteur de construction en termes de relations humaines dans ma boîte à outils que j'ai découverte. Génial. Et du coup, génial, c'est génial. Donc voilà, on partage un peu avec des angles différents, mais un peu ce désir de relationner au final avec l'autre à travers l'image. Complètement. Parce qu'en fait, l'image, c'est une excuse au final. Oui, c'est une excuse. Et puis c'est-à-dire que c'est un grand kiff de faire des images. Hein, attention. C'est comme pour la pub au final. C'est aussi une excuse. Oui, alors pas un but derrière. Ouais, tout à fait. Après, ces objectifs-là sont pas toujours. Voilà, c'est différent. Mais effectivement, c'est ça. Et c'est en fait, moi, c'est aussi la manière dont je vois la vie. C'est-à-dire, c'est-à-dire que c'est très très niais de dire ça comme ça, mais très cucu. Mais c'est tout le. Enfin, je pense que j'ai très tôt compris l'échelle de mes propres valeurs. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de choses auxquelles je n'accorde pas d'importance. Et ce qui fait aussi que pour moi, c'est compliqué, par exemple, de travailler en entreprise parce que, en réalité, ce qui m'importe, moi, c'est pas forcément ce qui importe aux gens qui sont là. Et, parce que, voilà, il y a énormément de choses qui me glissent dessus. Je suis pas de nature inquiète. Et j'aime, en fait, vraiment profondément le contact avec les gens. Et en fait, tout le reste, pour moi, c'est juste enfin, ça me fait beaucoup de bien de faire des images, mais effectivement, c'est un prétexte. Attends, si demain, je pouvais plus du tout faire des images, imagine, je suis aveugle ou manchot, enfin, tu vois, ce serait très très dur quand même, mais malgré tout, enfin voilà, je trouve que c'est un prétexte, effectivement. Le plus intéressant, c'est c'est vraiment les gens. Je trouve que c'est ça qui est vraiment passionnant, c'est-à-dire que c'est de rencontrer des gens. Vas-y, c'est quoi toi ta vie, raconte-moi ton histoire, tout ça, tu vois. Et j'arrive pas à voir les choses autrement. Enfin, mais les années passant, si tu veux, je relativise énormément. Et c'est vrai, après, quand tu perds des êtres chers ou que t'as failli perdre des êtres chers, c'est très 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 fort, très puissant. Quand t'as des convictions aussi très fortes, il y a ça aussi. C'est-à-dire de pas se tromper, quoi. C'est-à-dire, et je pense qu'on se trompe régulièrement. Enfin, à chaque fraction de seconde qui passe, on peut avoir une pensée qui dérive, mais et juger que certaines choses sont importantes alors qu'elles le sont pas. Mais voilà, en tout cas, je me dis, voilà, moi je sais. Enfin, il y a un truc qui est très très solide. J'ai un socle très solide, et je sais vraiment ce qui est important pour moi. Et le reste, c'est cool. J'ai de la chance, c'est fun, et j'adore, et ça me remplit de joie. Mais voilà, le plus important, c'est vrai que c'est quand même plutôt les gens qui m'entourent, en fait, quoi. C'est ça que j'ai vraiment du mal à comprendre les gens qui se comportent mal avec les autres, mais alors qu'il y avait pas besoin, c'est ça, je veux dire. Des fois, on est tous vénères à un moment ou à un autre, mais dis-moi, mon petit Jérémy, est-ce que t'as des questions qui te brûlent les lèvres et auxquelles je peux répondre genre super vite? Non. Comment devenir riche? Vas-y, demande-moi tout, je te dis. T'as dessiné combien de burgers dans ta carrière? J'ai pensé faire une rétrospective, en fait. Parce que je pense que j'ai toujours dessiné dans le burger, aussi loin que j'imagine. Pour moi, c'est vraiment une icône
une icône américaine. Même si aujourd'hui c'est pas bien les hamburgers parce que tuer des vaches c'est mal, etc. Je suis totalement d'accord avec ça. Enfin, ça n'empêche pas. Mais pour moi, si tu veux, c'est comme les hamburgers, c'est comme pour moi, c'est comme les super bagnoles américaines. Je suis très très fan de voitures américaines. Ça m'a jamais lâché. Ça se retrouve dans mon travail. Alors là, pour le coup, d'illustration et aussi de photographie. Mais tu vois, pour moi, quand tu regardes un film et que le héros badass, il a je sais pas, une vieille Buick ou une Cad ou une Mustang, c'est quelque chose d'iconique. C'est-à-dire que dans la vraie vie, ça paraît un peu plus débile de se balader avec une grosse bagnole comme ça, mais voilà. Et pour moi, l'hamburger, c'est pareil. C'est quelque chose d'iconique. C'est quelque chose qui fait référence à un univers imaginaire, fantasmé, d'une Amérique adolescente, décomplexée, insouciante, voilà. Donc ce n'est pas la vraie vie, évidemment. Mais je vis pas dans ce truc-là non plus. Je suis pas déconnecté de la vraie vie. Mais c'est ce que j'aime, c'est ce registre d'images. Et donc les hamburgers, ouais, effectivement, j'en ai dessiné beaucoup. Et je m'étais dit, tiens, ça serait cool que j'arrive à retrouver les traces de tous les hamburgers que j'ai dessinés, puis que je fasse genre une frise chronologique, tu vois, la frise chronologique des hamburgers de Mike, tu vois. Et je me suis dit, c'est vrai que ce serait marrant. Ça reste un thème qui est assez rigolo. Et après, avec l'hamburger, tu peux parler de plein de choses différentes avec l'hamburger. D'ailleurs, une de mes dernières illustrations que j'ai réalisées pour l'ami Aurélien Janet pour son interview timbrée, c'est un hamburger avec plein de trucs débiles dedans. Et je me suis beaucoup marré à faire ça. En fait, je pense que si on parlait de prétexte, si c'est un prétexte de faire des illustrations, etc. Bah, je pense que chaque illustrateur a un peu sa gamme de couleurs, mais aussi sa gamme de vocabulaire, de formes et d'icônes, etc. Et des fois, à la fin, tu sais même plus pourquoi tu fais ça, mais c'est juste que bon, bah voilà, moi j'aime bien aussi les boules de chewing-gum, le distributeur, tout un tas de trucs débiles comme ça. Et je trouve que ça permet des fois de faire des trucs rigolos, en fait, un peu cocasses. Enfin voilà, sans prétention, quoi. Bah écoute, sur ces bonnes paroles, allons manger. Voilà, super, carrément. Des hamburgers ou pas? Merci. Ouais, on va voir ce qu'il y a dans le coin. En tout cas, Mike, merci beaucoup pour ton temps. C'était hyper cool. C'est avec un immense plaisir. Je sais pas si je suis trop long et que ça va peut-être saouler des gens. Ah non, bah écoute, si ça saoule les gens, ils n'ont qu'à pas écouter. Mais bon, voilà, pour une première. Voilà. Peut-être que je reviendrai dans quelques temps quand tu auras genre 10 millions d'abonnés. Voilà. Et puis que tu me diras, ouais Mike, maintenant on va charter un peu le truc, on va faire un truc, genre on va faire 15 minutes, on va cutter à mort et tout. Non, mais moi, j'aime bien discuter, prendre le temps, etc. C'est ce qui m'intéresse. Donc merci à toi. Eh ben, merci beaucoup à toi, Jérémy. C'était donc ma discussion avec Mike Stefanini. J'espère que cela vous a plu. Si ça vous botte, allez jeter un œil à son travail en visitant son site internet ou en le suivant sur les réseaux sociaux. Comme on le disait, c'est du vrai popcorn pour les yeux. Vous trouverez le lien de ses profils dans la description de cet épisode. Si cette interview vous a plu, n'hésitez pas à le dire à Mike ou à moi-même. Et si au contraire, ça ne vous a pas plu, dites-le moi quand même. Je serais très intéressé de connaître votre avis. Merci également à mon ami Adrien Guy pour la musique du générique. N'hésitez pas à le suivre sur les réseaux sociaux @AdrienGuyMusique ou sur sa page SoundCloud. Ça s'écrit soundcloud.com/AdrienGuyMusique. Musique à l'anglaise avec un C à la fin. C'est déjà la deuxième fois qu'Adrien produit de la musique pour l'un de mes projets et c'est toujours un plaisir. Merci encore à lui. Si vous aimeriez être tenu au courant des nouvelles actualités de ce podcast, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner sur Apple Podcast ou n'importe quelle autre application de podcast. Et oui, je vais moi aussi le dire, à me laisser un avis sur iTunes, 5 étoiles de préférence. Apparemment, c'est ce qui permet au podcast de se faire connaître. Vous pouvez bien évidemment aussi en parler autour de vous. La meilleure pub, ça reste encore et toujours le bouche à oreille. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. En attendant, bonne journée à tous et restez créatifs. Ciao ciao.